Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Pendant 17 longues années, Marcus Taylor a tout encaissé. Dans les couloirs vitrés de l'entreprise Whitman et Stein Engineering, il était comme un fantôme qui travaille. Invisible quand il proposait, indispensable quand il exécutait. Il prenait place aux réunions, toujours en bout de table, mais personne ne lui demandait jamais son avis. Il prenait des notes pendant que d'autres prenaient ses idées. Souvent, il entendait ses propres formulations, ses propres schémas repris mot pour mot par un collègue blanc plus jeune, mieux vêtu, plus à l'aise avec l'audace. On félicitait ce collègue. On lui tapait dans le dos. Et Marcus, lui, restait là, silencieux, la mâchoire tendue. Quand les félicitations fusaient, il souriait doucement, mécaniquement. Pas par faiblesse, par stratégie. Parce qu'il savait que dans une pièce où il était déjà suspect d'être là, le moindre froncement de sourcils pouvait lui coûter bien plus qu'un simple poste. Il connaissait les règles invisibles du jeu. Il les avait apprises jeune. Trop jeune. Les blagues dites innocentes dans les ascenseurs, les sous-entendus en salle de pause. T'as dû venir avec une boussole pour trouver ce quartier chic, hein Marcus? Ou encore les regards évités, les silences gênés quand il passait. Chaque détail était une gifle feutrée. Une petite érosion de l'âme. Certains rient un peu trop fort quand il entre. Pas de joie. De gêne. Ou de mépris. Il le sent. Et pourtant, il répond toujours par un bonjour clair, presque digne. Parce qu'il ne veut jamais qu'on dise qu'il est froid, hostile, difficile. Il garde le contrôle. Parce que perdre le contrôle, pour un homme comme lui, ce n'est pas juste perdre son calme. C'est tout perdre. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde. Café à la main. Chemise impeccable. Chaque soir, il repartait quand les couloirs s'étaient vidés, les écrans éteints, les conversations éteintes. Il ne laissait jamais un travail inachevé. Il corrigeait même les erreurs des autres en silence. Et pourtant, chaque mois, à la publication des résultats, son nom disparaissait. Ses chiffres étaient là, mais associés à d'autres visages. Il supportait. Il se répétait, comme une prière. Ça passera. Ils finiront par voir. Ils finiront par comprendre que je suis plus que le type qu'on tolère. Mais il ne voyait rien. Pire, il ne voulait rien voir. Ce jeudi-là, Marcus avait revu chaque diapositive pendant toute la nuit. Son projet de conversion énergétique pouvait faire économiser des millions à l'entreprise. Il avait travaillé en cachette, pendant ses pauses déjeuner, le week-end, souvent seul dans les labos après 22 heures. Quand le PDG de New York est arrivé, entouré d'assistants et de directeurs, Marcus s'est avancé, le cœur battant. Il a commencé à parler, posément. Chaque mot pesé. Chaque démonstration fluide. Les visages s'éveillaient. Il sentait que pour une fois, l'attention était là. Mais alors qu'il déroulait son raisonnement, Robert Whitman l'a interrompu. « Merci Marcus. Je vais prendre le relais ici. » Il s'est approché de l'écran, a cliqué sur les diapositives suivantes, qu'il n'avait jamais vues auparavant, et a commencé à expliquer. Exactement ce que Marcus venait de dire, mais avec les mots du chef. Simplifié, enjolivé, détourné. Marcus est resté là. Debout. Comme un meuble oublié. Sa gorge sèche, les mains immobiles. Le PDG, hilar, s'est tourné vers Whitman. Excellent boulot, Robert. C'est exactement ce qu'on cherchait. Personne n'a rectifié. Personne n'a mentionné Marcus. Alors Whitman s'est penché vers lui, tout sourire, et a soufflé à voix basse, comme une gifle sucrée. C'est pas mal pour un homme comme toi. T'as enfin compris comment ça marche ici, hein? Un frisson glacé a traversé Marcus. Ses yeux se sont assombris. Mais il est resté figé. Ce n'était pas la peur. C'était l'ultime retenue d'un homme qui n'a plus que sa dignité pour tenir debout. Le soir, Marcus est rentré sans dire un mot. Chez lui, les lumières étaient allumées. Sur la table, des dossiers ouverts, un ordinateur portable, des post-it pleins de noms et de références légales. Sa fille, Jenna, était là. Elle l'attendait. Elle avait tout vu. Elle aussi avait été invitée dans la salle ce jour-là, en tant que stagiaire d'observation du service juridique.
Elle avait vu son père être réduit à l'ombre de son propre génie. Quand il est entré, elle n'a pas souri. Elle a croisé les bras, les yeux humides mais durs. « Papa, tu vas encore rien faire? Tu vas les laisser te voler jusqu'à ton ombre? Jusqu'à ton nom. » Marcus a posé son manteau. Lentement. Il l'a regardé, longtemps. Il ne savait pas quoi répondre. Il voulait dire qu'il avait ses raisons. Qu'elle ne pouvait pas comprendre. Que le monde était ainsi fait pour lui. Mais il n'a rien dit. Il est resté muet. Mais quelque chose en lui s'est brisé. Pas avec fracas. Mais comme une digue intérieure qui se fissure lentement après des années de pression. Et dans ce silence, le début d'un autre homme s'est levé. Les jours passent. Puis les nuits. Marcus ne dort plus vraiment. Il mange peu. Il parle à peine. Mais chaque soir, il se rend dans un vieux gymnase du quartier Hay, à l'odeur persistante de sueur et de poussière, tenu par un vieil ami, le roi Jenkins, ancien boxeur de l'armée, au regard dur mais loyal. Le gymnase est presque vide. Quelques jeunes s'entraînent, musique old school en fond, cordes à sauter qui claquent, sacs qui balancent. Marcus enfile des bandes, des gants usés. Il s'approche du sac de frappe. Ses bras sont raides. Mais il frappe. D'abord maladroitement. Puis avec plus de rythme. Chaque soir, il revient. Et chaque soir, il frappe plus fort. Plus profondément. Leroy le observe. Bras croises. Tu cherches à frapper qui, Marcus? Pas quelqu'un. Ce qu'ils ont mis en moi. Son regard est vide de haine, mais plein de mémoire. Il ne frappe pas Whitman. Il frappe les humiliations, les silences forcés, les promotions envolées, les regards méprisants, les mots tus pour rester libre, digne, entier. Chaque impact sur le sac résonne comme un cri étouffé depuis trop longtemps. Le roi ne dit rien. Il comprend. Il a connu cette colère-là. Celle qui ne détruit pas les autres, mais vous ronge de l'intérieur si vous ne la transmutez pas. Pendant ce temps, Jenna ne reste pas les bras croisés. Stagiaire dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des entreprises, elle utilise ses soirées pour fouiller les entrailles numériques de la compagnie. Elle commence à recouper des rapports, à comparer les projets, les signatures, les dates. Ce qu'elle découvre la laisse glacée. Robert Whitman a maquillé les résultats de plusieurs projets déficitaires, en se servant des travaux de Marcus pour masquer ses échecs. Il a volé non seulement des idées, mais des solutions cruciales que Marcus avait conçues, puis les a présentées comme siennes pour masquer des pertes financières. Gene compile les preuves. Emails. Rapports internes. Mais transférés tard dans la nuit. PDF modifié. Témoignages anonymes de 2 anciens collègues. Tout y est. Elle les imprime. Les numérise. Elle prépare un dossier solide. Parce qu'elle sait que le combat de son père ne se gagne pas à coups de poing seulement, mais aussi par l'épreuve. Par la lumière. 2 semaines plus tard, l'entreprise organise sa grande cérémonie annuelle. Un événement mondain, avec buffet, discours, trophées, journalistes locaux. Le PDG est là, revenu de New York. Le staff est tiré à 4 épingles. Sur scène, un grand écran projette le visage de Robert Whitman, souriant, serrant des mains, entouré de mots pompeux, innovation, leadership, Vision. La voix de la maîtresse de cérémonie s'élève. Et le prix de l'innovation stratégique revient à Robert Whitman, pour son projet révolutionnaire d'optimisation énergétique. Applaudissements. Whitman monte lentement. Cravate parfaite. Regard satisfait. Il s'empare du micro. Mais alors qu'il s'apprête à parler, une silhouette se détache du fond de la salle. Marcus Taylor. Costume simple. Regard fixe. Il monte sur scène. Lentement. Les gens murmurent. Les caméras pivotent. Les assistants chuchotent, inquiets. Ce projet n'est pas de lui. Il est de moi. Et j'en ai les preuves. Un silence tombe. Dense. Irréel. Les projecteurs se figent sur les 2 hommes. Robert tente de rire. Jaune. Marcus. Jones. Pas ici. Ce n'est pas le moment. Mais Marcus ne bouge pas. Il avance d'un pas. Son visage est calme. Mais ses yeux brûlent d'une intensité que personne ne lui avait jamais vue.
Il tend une enveloppe à un membre du conseil, puis se tourne vers la foule. 17 ans. J'ai donné chaque idée, chaque nuit, chaque silence. Aujourd'hui, je reprends ce qui m'a été arraché. Pas pour moi. Pour tous ceux qu'on a étouffés. Et alors, dans un geste aussi fulgurant que contrôlé, il lève le poing. Un seul coup. Pas brutal. Mais précis. Mesuré. Parfaitement exécuté. Le genre de coup qu'on travaille des nuits entières, pas pour blesser, mais pour marquer. Pour graver dans la mémoire collective que l'invisible a retrouvé forme et voix. Robert Whitman s'écroule. Stupéfait. Un cri étouffé dans la salle. Certains reculent. D'altres filment. Le PDG reste figé. Marcus reste debout, droit, les cheveux hérissés, les épaules tendues par une colère ancienne. Il regarde l'homme au sol, et dit d'une voix grave, sans trembler. Ce coup, c'est pour chaque homme invisible que vous avez enterré vivant. Les jours qui suivent sont flous, presque irréels. Mais pas silencieux. Le silence, cette fois, cède la place à un vacarme. Jenna, implacable, publie les preuves rassemblées dans un long article documenté sur un blog juridique indépendant. Elle y raconte tout, les années d'ombre, les projets volés, les manipulations comptables, les abus de pouvoir. Pas d'excès. Pas de haine. Juste la vérité, froide et claire. Le titre de l'article, Quand le silence frappe, l'affaire Marcus Taylor. En 24 heures, l'histoire devient virale. Les réseaux s'enflamment. Les hashtags #Marcus Taylor et #PONG du silence inondent les timelines. Des vidéos de la scène circulent. Certaines montées avec des musiques épiques. D'autres, sobres, montrant l'instant précis où Marcus dit « Ce coup, c'est pour chaque homme invisible que vous avez enterré vivant. » Les anciens collègues se réveillent. Certains racontent leur propre silence. D'autres admettent avoir détourné le regard. Des journalistes creusent. Des anciens employés anonymes confirment ce que Jenna a exposé. Des lettres ouvertes paraissent. L'entreprise est submergée. Le cabinet du PDG ouvre une enquête officielle. 3 jours plus tard, Robert Whitman est suspendu, puis licencié pour faute grave. Il sort par la petite porte, escorté. Sans trophée. Sans discours. Marcus, lui, est mis en congé forcé. Une façon polie de dire « Reste tranquille, tu nous fais peur ». Mais cette fois, il n'est plus seul. Des syndicats publient un communiqué en son soutien. Des personnalités publiques prennent la parole. Des anciens professeurs, des étudiants, des citoyens anonymes, des associations anti-discrimination. Tous saluent son courage. Il est invité sur des plateaux télé, des podcasts, des conférences. Toujours, il garde le même ton. Calme. Profond. Jamais revanchar. Ce n'est pas le coup qui a tout changé. C'est tout ce qui l'a précédé. 17 ans de dignité qu'on a tenté de briser. Le coup n'était pas une attaque. C'était une libération. Il refuse l'image du héros violent. Il parle de fatigue. De dignité. D'humanité qu'on étouffe en silence. Il parle pour ceux qui n'ont pas encore frappé, mais qui chaque jour encaissent. Sans témoin. Quelques mois plus tard, Marcus publie un livre. Titre, Le point du silence. Un récit puissant. Brutal parfois. Mais toujours élégant. Il ne s'y présente pas comme une victime, ni comme un sauveur. Il y parle des humiliations muettes, des réunions où l'on devient un fantôme, des promotions données au bruit plutôt qu'au mérite, des blagues qui brûlent et des silences qu'on avale pour ne pas exploser. Le livre devient un best-seller. Traduit. Adapté. Enseigné dans certaines universités. Cité dans des cours sur les dynamiques de pouvoir et les micro-agressions. Des jeunes, partout aux États-Unis, lui écrivent. Des hommes et des femmes noirs, asiatiques, hispaniques, des enfants d'ouvriers, des anciens combattants, des étudiants paumés. Tous se reconnaissent dans ce point. Les années passent. Le tumulte s'apaise, mais l'impact demeure. Marcus ne retourne jamais dans l'entreprise. Il refuse les offres marketing, les spots télé, les contrats avec des marques. Il choisit autre chose. Une construction lente. Authentique.
Il utilise les revenus du livre et les dons pour créer le Centre Taylor, dans un ancien entrepôt réhabilité en plein cœur d'un quartier populaire. Un lieu vivant. Pas une école. Pas une prison. Un sanctuaire. On y apprend le code informatique, la mécanique, la robotique, l'histoire noire américaine, la parole, la confiance. On y boxe aussi. Pas pour se battre. Pour se structurer. Chaque mur du centre est peint avec des visages d'anciens invisibles, inventeurs oubliés, penseurs effacés, ouvriers anonymes, poètes bannis. Jenna, elle, devient une avocate redoutée, spécialisée dans les droits civiques. Elle défend les cas les plus complexes avec une rigueur implacable. Elle cite souvent son père dans les plaidoiries. On ne construit pas la paix sur le silence des humiliés. Un matin doux, dans la cour du centre, Marcus regarde un jeune garçon s'entraîner. Il est maigre. Timide. Il frappe le punching ball avec maladresse. Trop vite. Trop fort. Comme s'il cherchait à chasser quelque chose qui colle à sa peau. Marcus s'approche, doucement. Les mains dans les poches. Il sourit. Le garçon s'arrête, le regard inquiet. Je fais pas comme il faut, monsieur Marcus. Marcus se coue la tête. Posé. S'agenouille au niveau du garçon. Lui prend doucement les mains. Puis dit, calmement. Frappe pas pour blesser. Frappe pour être entendu. Le garçon hoche la tête. Il respire. Puis, il frappe à nouveau. Moins fort. Mais plus juste. Et Marcus reste là. À côté de lui. Pas pour surveiller. Pour transmettre.